contrairement aux idées reçues, la viande a toujours la cote. On va le voir dans un instant. On en consomme plus de 80 kilos par an. C'est 2 fois plus que la moyenne européenne. Mais on vous emmène d'abord au cœur des méga-fermes américaines. Des fermes ou plutôt de véritables usines. Jusqu'à 120 000 bêtes y sont entassées. Franck Genozo et Alice Sangoire sont allés à la rencontre de ces nouveaux cow-boys de l'Amérique. Dans le décor spectaculaire des Grandes Plaines, du bétail à perte de vue. Le Nebraska compte 3 fois plus de vaches que d'habitants. Cette méga-ferme en accueille près de 50 000. Les bêtes y passent les derniers mois de leur vie, engraissées 2 fois par jour avant leur mise sur le marché. Elles reçoivent essentiellement du maïs, dont on essaye de tirer le maximum. Pour les vaches, c'est la dernière étape avant l'abattoir, le conditionnement et la distribution dans les magasins ou les restaurants. Trey Wasserburger nous a ouvert les portes de cette exploitation familiale. Dans une industrie souvent décriée pour ses pratiques, il a perfectionné le suivi des animaux. Avec mon smartphone, je sais tout sur mes bêtes, quand elles sont arrivées, ce qu'elles ont mangé. Et affirme consommer moins d'eau, grâce à ce bassin de récupération des pluies qui sert ensuite à l'arrosage des cultures. Mais la pluie, les éleveurs ne l'ont vue que très peu au cours des derniers mois. Une simple sortie avec le troupeau dans les prairies arides du Nebraska suffit à s'en rendre compte. Pas très nourrissant. Les années de sécheresse se succèdent et l'inquiétude des éleveurs a rarement été aussi forte. Si ça continue, les bêtes ne survivront pas. Elles vont s'amaigrir et le sol sera foutu. Conséquence, les États-Unis n'ont jamais compté aussi peu de bétail. Alors le marché aux bestiaux est devenu un théâtre où les cow-boys s'affrontent pour s'offrir les meilleures bêtes aux enchères. Un petit signe de la main suffit à faire monter les prix, avec pour arbitre ce commissaire-priseur au phrasé impressionnant. C'est presque une chanson. Les vaches se font plus rares et elles sont donc plus chères. Ça va? Tu fais quoi? J'achète quelques vaches à engraisser. Même si la sécheresse pousse parfois les éleveurs à vendre leurs bêtes par peur de ne plus pouvoir les nourrir. Les éleveurs vendent toutes les vaches qu'ils peuvent pour essayer d'économiser un peu d'herbe. Car si l'Amérique n'a jamais compté aussi peu de vaches, elle n'en a pourtant jamais consommé autant de toute son histoire, près de 30 kilos par an et par personne. Dans les restaurants du centre-ville, on comprend vite que le bœuf fait ici partie du patrimoine et les clients n'ont clairement pas l'intention d'en manger moins. Je mange autant de bœuf que je le peux. En tant qu'habitant, c'est aussi une façon de soutenir les éleveurs du coin. On nous parle des gaz des vaches qui polluent la planète. Mais il faut arrêter avec ça. Ce sont des foutaises. En cuisine, Entrez donc. on en prépare plusieurs dizaines de kilos à chaque service. Alors, pour surmonter la crise actuelle, le patron choisit de ne s'appuyer que sur les éleveurs locaux. Je sais d'où viennent les bêtes, ce qu'on leur a donné à manger et surtout ce qu'on ne leur a pas donné. Comme le restaurant, toute la région mise sur le circuit court avec cet abattoir flambant neuf qui évite d'envoyer les bêtes à 6 heures de route. Une économie importante, des emplois créés et l'émergence d'une conscience écologique. Mais aux États-Unis, tout le monde ne peut pas en dire autant. Dans l'Idaho, une exploitation concentre les critiques. C'est l'une des plus grandes du pays. Parmi les 10 plus grandes, elle est visible depuis l'espace. À la tête d'une association de protection de l'environnement, Buck Ryan dénonce la pollution générée par ce site. Signe d'une certaine opacité, le survol avec un drone est interdit, mais il s'est procuré ces vues aériennes qui permettent de mieux prendre conscience de son immensité. Ici, sont confinées jusqu'à 150 000 vaches. Leur déjection rejetée par ces tuyaux en bord d'exploitation, puis dans ces petits canaux. Cette eau est hautement contaminée, alors que le bétail la boit et qu'elle contient de nombreuses bactéries issues de leur propre déjection. Ces eaux souillées rejoignent ensuite la Snake River à quelques kilomètres de là. Un cours d'eau où l'association effectue des prélèvements. J'essaie de prélever au milieu du ruisseau pour ne pas avoir l'eau de la surface ou des résidus au fond. On voit déjà que l'eau est trouble.
Sa concentration en nitrates et en bactéries est régulièrement au-dessus des niveaux fixés par la loi. Cette eau polluée va aller là où les gens se baignent et s'amusent, en aval. Elle finira dans la bouche des enfants qui boivent la tasse et ils tomberont malades. Le propriétaire, un géant de l'élevage, n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'association l'a attaqué en justice pour l'obliger à mieux gérer sa pollution. Mais dans un état où le bétail est une manne historique, la procédure s'écoule aussi lentement que les flots paisibles de la Snake River. Et on continue sur notre grand format sur la viande en France. Ici, ça avait fait polémique il y a quelques années. Le barbecue est-il une affaire d'hommes? Est-il un symbole de virilité? Eh bien non. Loin des clichés, les femmes aussi prennent la pincette et vont au charbon. Agnès Giraud-Carlier, Océane Labalette. Ne dites pas à Amalia que le barbecue est une affaire d'hommes. Pique à la main, ce midi, c'est elle qui prend les commandes du grill. Comme chaque week-end, et quelle que soit la météo. Vous, peu importe le temps, c'est barbecue. Hein. Nous, peu importe le temps, c'est barbecue. Même en hiver, hein, quand il n'y a pas de pluie, évidemment. Il y a 3 ans, elle offre un barbecue à son mari pour la fête des pères. Mais finalement, c'est elle qui s'en sert. Car dès qu'on sort des traditionnelles saucisses merguez, elle prend la main. Vous êtes le commis, en fait. C'est ça. C'est dur à entendre, ça. Mais oui, c'est vrai. Non, mais le commis, puis après, je passe à table. Je m'occupe les découpes de légumes. Ça, je fais. Après, les nettoyages de plats, je fais aussi. Sur le grill, côte de bœuf, brochette, tout se joue lors de la cuisson. Et puis, on peut l'allumer assez facilement. Donc, non, c'est pas que pour les bonhommes, ça, c'est sûr. Aujourd'hui, elle cuisine pour 5. Sous le regard d'Alain, son mentor, professeur de barbecue. Car oui, ça existe. Et Amalia est l'une de ses meilleures élèves. C'est bien. On a à peu près 10% de femmes dans nos cours. C'est souvent les femmes qui offrent un cours de barbecue aux hommes. Mais les femmes qui viennent, en tous les cas, comme Amalia, s'y prennent au jeu et surpassent même les hommes, parce qu'en cuisine, elles sont quand même souvent plus fortes que les hommes. Plus forte, certes, mais la braise est-elle toujours réservée aux hommes? On a réussi. Sur les réseaux sociaux, certaines filles maîtrisent le barbecue. Et elles le montrent fièrement. Dans l'organisation d'un barbecue, est-ce qu'on se fait... Parmi celles qui ont le plus de succès, Blondie, influenceuse qui fait des recettes originales au barbecue. Elle ne fait pas que des vidéos, elle fait aussi des démonstrations pour les marques. Et le petit coup de grill qui apporte ce côté croustillant. Ici, le public, principalement masculin, est attentif. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Souvent des commentaires un petit peu misogynes ou alors on se permet de me donner des conseils parce que, je sais pas, dans la tête des hommes, mon barbecue est peut-être mal installé ou il faudrait que je fasse comme ci ou comme ça. Et alors que pas du tout, j'ai autant de crédibilité. Chaque année, ce salon attire 30 000 personnes. Des hommes, encore des hommes, plus de 80%. Et pour les rares femmes présentes... Qui est-ce qui fait les barbecues à la maison? C'est plutôt monsieur qui fait, mais bon, moi je suis là aussi, je regarde. Moi je suis marine, en fait, la viande et tout ça. C'est vrai que c'est plutôt, Monsieur, plutôt les hommes voilà. qui se chargent du barbecue. Au moins, c'est le seul moment où les femmes peuvent un petit peu se reposer et en profiter. Ah, parce que les filles, elles aiment pas la fumée, ça sent pas bon. L'odeur de la fumée, le charbon qui salit les mains. Pour certains fabricants, les clichés sont même des arguments de vente. Exemple avec ce modèle au gaz. 850 € tout de même, contre 250 pour le bon vieux barbecue au charbon. C'est vrai que les barbecues charbon, comme la boule qui est là, sont plutôt associés à une audience masculine parce que c'est le côté flamme, côté braise. Et là, on a vraiment le fonctionnement comme d'une gazinière à la maison. On va tourner le bouton et le barbecue est allumé. Donc on réduit la complexité et le côté intimidant que ça peut un peu avoir parfois pour une audience féminine. Selon un sondage, près d'un homme sur 2 affirme mieux s'occuper du barbecue qu'une femme. Difficile donc de mettre au feu les idées reçues. Dorothée Lachaud, bonsoir. Avant d'être une histoire d'homme ou de femme, la viande reste surtout un poids lourd de notre économie française. Oui, et ça, ça se ressent dans nos assiettes, Léa. Que ce soit du poulet, que ce soit du rôti de bœuf ou des saucisses, on en mange en moyenne
85 kilos par an et par habitant. C'est 4 fois plus que dans les années 1900. Alors, la plus consommée, c'est la volaille, autour de 31 kilos par an et par habitant, quasiment à égalité avec le porc. Et sur la dernière marche du podium, on retrouve la viande de bœuf, autour de 20 kilos par an et par habitant. Ça se voit dans nos assiettes, mais est-ce que ça se voit aussi dans nos champs ? Oui, aujourd'hui, près de 4 fermes sur 10 en France sont consacrées à l'élevage, avec des cheptels conséquents. Regardez, on compte par exemple 16 millions de bovins dans l'Hexagone, ce qui fait de nous le premier cheptel d'Europe. Mais aujourd'hui, la filière tire le signal d'alarme. Et pour cause, en 10 ans, notre pays a perdu 1 million de vaches. Et l'une des conséquences, Léa, c'est que nous importons de plus en plus de viande. Sur 10 pièces de viande mangées en France, 3 d'entre elles viennent de l'étranger. Ça inquiète évidemment nos éleveurs. Imaginez, Léa, en 20 ans, ces importations ont été multipliées par 4. Merci, c'est beaucoup plus clair. Merci pour ces informations précises, Dorothée. Manger trop de viande rouge provoque-t-il des maladies ? L'OMS la classe comme un cancérigène probable, mais la viande a aussi des atouts pour notre santé, si on la consomme avec modération, bien sûr. Florence Méréo, Sarah Lerche. Allez, viens, petite carotte. Pour Colette Casimir, ces légumes qui mijotent sont de véritables alliés. Aujourd'hui, c'est vraiment mon médicament. J'ai plaisir à cuisiner pour ma bonne santé, quoi. Et en plus, c'est hyper bon, quoi. Depuis son cancer digestif, elle a réduit de moitié sa consommation de viande rouge. C'est vraiment mon petit trésor. Ordre du médecin, cette viande est trop riche après la maladie. C'est vrai que je constate que quand je mange de la viande, ça m'est beaucoup plus difficile à digérer. Ça me fatigue beaucoup plus. Je le ressens dans mon corps. Dans le viseur, la viande rouge. C'est celle issue des mammifères. Le bœuf et l'agneau, bien sûr, mais aussi le veau ou le porc. L'OMS la considère comme un cancérogène probable. C'est-à-dire qu'elle augmenterait le risque de développer un cancer, notamment colorectal. Plusieurs éléments sont en cause, comme l'hème, un élément du sang de la viande qui peut créer des inflammations. Autre problème, les nitrites présents dans les différentes charcuteries. Ces nitrites sont utiles pour la conservation, mais ils vont se mélanger avec le fer héminique contenu naturellement dans la viande rouge. Ensemble, ils forment ce qu'on appelle les nitrosamines. C'est ce cocktail qui est soupçonné de modifier l'ADN des cellules et de contribuer à la survenue d'un cancer. Un mécanisme bien connu des cancérologues. Alors, on voit l'irritation au départ, mais ensuite, il va venir une petite tumeur bénigne qu'on appelle un polype, puis ça va donner un cancer. Et en fait, il faut 10 ans pour que tout ce mécanisme aboutisse à un cancer. Donc, encore une fois, ne pas se dire, face à un steak dans une assiette, je suis en train de manger quelque chose qui va provoquer chez moi un cancer demain. Mais ne vaut-il pas mieux tout simplement renoncer à la viande ? Non, assure cette nutritionniste. Elle a des atouts, cette viande rouge. La viande, d'abord, elle va apporter des protéines, et des protéines de bonne qualité. C'est une source de fer. On va retrouver du zinc aussi, qui est important pour notre immunité. Le secret, c'est la modération. 500 grammes maximum par semaine. Une petite paupiette de veau qui fait à peu près 200-220 grammes, 2 côtes d'agneau pour 150 grammes et un morceau de bavette de bœuf qui fait 150 grammes. On est dans les clous. Pour la charcuterie, il faudra se limiter à 150 grammes par semaine. Se faire plaisir sans exagérer, c'est finalement la meilleure recette santé.